Moi aussi, je vais essayer de faire court, parce que j'ai promis de ne pas faire plus d'une demi-heure, j'allais dire une heure et demie, une demi-heure sur les O26 000. Document qui a été déployé en plus de 2 mois de réunions plénières réparties sur 5 ans par 3 à 500 personnes. Donc un document assez lourd, assez indigeste, quand on n'a pas le mode d'emploi. Sinon, je pense qu'on peut assez rapidement y trouver un sérieux intérêt. Alors, je m'appelle Dominique Seïta, je suis ingénieur conseil régional à la CARSAT, c'est l'ancienne Caisse régionale d'assurance maladie. Maintenant, c'est la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Et j'ai en charge le département qui s'occupe de prévention et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la sécurité sociale. Toutes les entreprises cotisent, du régime général, cotisent à cette assurance accident du travail, maladie professionnelle. Dans la région, la mission, d'abord fixer les taux de cotisation de toutes les entreprises de la région, et puis un service de techniciens qui est sur le terrain. J'ai ma collègue Isabelle Minaberi qui est dans la salle et qui a en charge la zone du Pays Basque avec 3 contrôleurs, donc on n'est pas très nombreux, et qui peut intervenir soit pour déployer la politique de notre branche, soit pour répondre aux demandes des entreprises, donc dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Alors, pourquoi parler des responsabilités sociétales quand on est ingénieur à la sécurité sociale ? Parce que j'ai eu la chance de faire un petit passage par la Caisse nationale et d'avoir en charge les questions de normalisation. On n'est pas des fanatiques et des inconditionnels de la normalisation dans notre institution. On a plutôt tendance à la cantonner au secteur des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, et surtout on a été très très méfiant vis-à-vis du développement de systèmes de management, en particulier dans le domaine de la santé-sécurité au travail, et toute l'action de notre branche a été de faire en sorte que cette norme ne sorte pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, pour la peine elle n'est pas sortie, et il y a une multitude d'outils privés qui sont développés à droite et à gauche, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'était la position institutionnelle. Et donc, comme j'ai eu en charge ce dossier, je me suis retrouvé à l'AFNOR, j'ai mis quelques années à comprendre l'AFNORien courant, et puis j'ai eu la chance de me trouver au bon endroit au moment où la question de la responsabilité sociale et de sa normalisation s'est posée. Et la responsabilité sociale devait s'appuyer sur le développement durable. Et mon sentiment, c'est qu'on a encore tendance, malheureusement, à confondre développement durable et protection de l'environnement. Et surtout économie d'énergie, c'est-à-dire gagner quelques petits sous, quoi, hein. Et le domaine social me semblait souvent un peu délaissé dans la vision générale qu'on pouvait avoir du développement durable et de la responsabilité sociale. Et donc, je me suis dit, s'il y a une place dans la délégation française, je suis prêt à partir. Et j'ai eu la chance d'être soutenu par le financement de la sécurité sociale, quand même, parce que faire le tour du monde, voilà, sur quelques années, il fallait que ça soit pris en charge, quand même. Donc, j'ai été soutenu par notre réseau et j'ai eu la chance de participer au développement de cette norme. Pour appuyer la qualité de cette norme, il faut bien comprendre que ça a été une demande d'abord des consommateurs en 2000 et que pendant 4 ans, un groupe spécial a réfléchi à l'opportunité, l'intérêt et les conditions dans lesquelles on pouvait développer une telle norme. Et des conditions importantes ont été posées pour définir quelles devaient être les limites d'une telle norme. Les limites, ah oui, il faut que j'appuie un bouton à la fois. Alors je vais prendre ça, si ça vous va, je peux. J'espère qu'il y est. Non, il n'y est pas. Il y est, oui. Voilà. Donc, ce qui était imposé, c'était d'une part que cette norme ne s'applique pas seulement aux entreprises, mais à toutes les organisations. Ensuite, qu'elle soit utilisable par toutes les organisations, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Qu'elle s'applique aux organisations partout où elles opèrent, et y compris dans leur sphère d'influence, et on verra que c'est très important.
qu'elle ne soit pas un système de management, ce qui nous allait très bien, puisqu'on n'aime pas les systèmes de management à la sécurité sociale, qu'elle ne soit pas certifiable par tierce partie, et qu'elle s'applique à tous les secteurs d'activité. Donc en fait, on cherchait la norme universelle, hein, le couteau suisse de la responsabilité sociétale qui fait tout, qui ne soit ni un système de management ni certifiable. Je peux vous dire que ça a été un vrai souci, une vraie difficulté. Moi, je pense que c'est une très bonne option. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage ce point de vue. Surtout un certain nombre de consultants qui aiment bien placer une certification au bout d'une prestation pertinente, bien entendu. Voilà. Donc, voilà la commande. Et la commande s'accompagnait ensuite d'obligations en termes de... Pardon, je bouge. D'obligations en termes de mode de développement de la norme. C'est-à-dire que cette norme devait être développée par un copilotage de pays développés et de pays en voie de développement, et les représentants des délégations nationales devaient comporter des représentants de l'industrie, des salariés, des ONG, j'oublie du monde, des gouvernements, des consommateurs, et puis toutes autres catégories étaient bienvenues dans la 6e catégorie, où bien entendu je me suis retrouvé, puisque la sécurité sociale, c'est une organisation non identifiée un peu. On ne sait pas trop si elle est gouvernementale, pas gouvernementale, c'est pas une entreprise, c'est pas une collectivité territoriale. On ne sait pas très bien où ça se situe, c'est une invention française, donc c'est original. Et donc je me suis retrouvé en fait avec beaucoup d'intérêt avec les chercheurs, les enseignants et les consultants justement qui avaient été retirés du secteur business. Comme par hasard, l'industrie ne voulait pas des consultants dans son... Et cette norme s'est donc développée avec un équilibre permanent entre les représentations de pays développés, de pays en voie de développement, des représentations des parties intéressées différentes qui avaient le droit d'expression et de blocage de la norme. C'est-à-dire les consommateurs, si tu n'étais pas content du projet, pouvaient bloquer le développement de la norme pendant les 2 ou 3 premières années. Ensuite, on est repassé aux règles normales de l'ISO, qui était un vote par pays. Et voilà. Donc ça s'est développé avec en plus des accords avec l'OIT, donc sur l'Organisation internationale du travail, pour vérifier qu'on était bien en accord avec les textes internationaux en matière de conventions relatives au travail, un accord avec le programme des Nations Unies pour le développement, et il y a eu en fin de parcours un accord avec l'OCDE. Donc globalement, un contrôle sur le contenu de cette norme et sa pertinence qui était fort. Et pour finir, cette norme a donc été adoptée en novembre 2010 par 93% de voix positives. Donc une forte majorité, enfin c'est même presque l'unanimité de votants de façon positive, avec quand même l'opposition des États-Unis, ce qui est quand même un peu embêtant, l'opposition de l'Inde, ce qui est moins surprenant quand on a une petite idée du capitalisme indien, qui est quand même relativement sauvage. En revanche, la Chine a voté pour. Et puis ensuite, il y a eu une opposition de Cuba, qui était d'accord avec les États-Unis pour une fois, du Luxembourg, mais ça c'est peut-être pour les bonnes pratiques dans le domaine des affaires, et puis de la Turquie. Voilà. Mais sinon, tous les autres pays ont voté positivement. Donc voilà, on a donc un document qui a une légitimité très forte. Et j'insiste sur ce mode de développement parce que je pense que ça assoit le poids de tout ce qui est écrit là-dedans. La première retombée importante de cette norme, c'est la définition internationale de la responsabilité sociétale. Est-ce qu'elle va sortir ? Je vais vous l'écrire. Voilà. Donc, on a maintenant une définition internationale normalisée de la responsabilité sociétale. Alors moi, j'ai mis 3 ans à accepter de dire sociétale au lieu de sociale. Donc, vous avez encore le droit de laisser mûrir dans votre tête ce mot un peu, ce barbarisme. Donc,
La responsabilité sociétale, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts. Premier mot important. On ne s'occupe pas de la façon, a priori, de la façon dont elle y arrive, c'est bien de ses impacts qu'on s'occupe. Quel est l'impact de l'organisation, de ses décisions, de ses activités sur la société et sur l'environnement? Ça, c'est une concession pour faire plaisir aux environnementalistes, mais ces impacts sur la société, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable. Donc on a bien la relation directe entre responsabilité sociétale et développement durable. Le développement durable, c'est un concept général. La responsabilité sociétale, c'est la façon dont une organisation le prend en compte pour évaluer ses impacts sur la société. Et donc on est là dans le fonctionnement de l'organisation. Voilà. Donc contribuer au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de l'OMS au fond de la salle qui voulait qu'on parle de la santé. Il faut bien avoir en tête qu'une norme, qu'elle soit nationale, européenne ou internationale, c'est le résultat d'un consensus. Et donc il faut que l'ensemble des acteurs qui ont participé au développement de ce document s'y retrouvent et retrouvent ce qu'ils y souhaitaient. Et donc, il y a toujours une part de compromis, et c'est ce qu'on retrouve dans mes petits commentaires autour de la définition. Mais en revanche, ça veut dire qu'à la fin, tous les acteurs sont d'accord pour adopter le document. Qui prend en compte, donc deuxième point, prend en compte les attentes des parties prenantes. C'est, je dirais, le deuxième pied, quelque part, la responsabilité sociétale, c'est-à-dire d'un côté, on va mesurer les impacts sur tout ce qui, en contribuant au développement durable. Donc, on va essayer de mesurer de façon, je dirais, rationnelle les effets de l'organisation sur la société, sur le monde. Et d'un autre côté, on doit prendre en compte les attentes des parties prenantes. Donc, on ne se contente pas de son diagnostic rationnel, scientifique, évidemment pertinent puisqu'on l'a fait soi-même. On est obligé de confronter ce diagnostic à toutes les parties prenantes qui sont concernées par les domaines sur lesquels vous avez des impacts. C'est-à-dire négocier avec vos fournisseurs, négocier avec vos clients, négocier avec vos salariés, négocier avec les collectivités dans lesquelles vous intervenez, et repérer pour chacun d'entre eux quelle est la pertinence de son avis sur un sujet et quelle est et jusqu'où on va avoir à prendre en compte son avis dans son appréciation. Donc on a une approche rationnelle d'un côté, une approche négociée par ailleurs. Si on avait écouté les Américains, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voté contre d'ailleurs, on se serait contenté des parties prenantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de différend avec ses voisins, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas ça la responsabilité sociétale. C'est aussi se regarder soi-même dans la glace. C'est pas seulement avoir des bons points par l'environnement, par les acteurs qui nous entourent. Troisième point, un comportement qui respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement. C'est quelque part expliquer comment je peux continuer en tant que pétrolier à exploiter le pétrole en Birmanie, donc respecter les lois en vigueur au Myanmar même, hein, et en même temps concilier ça avec une prise en compte des normes internationales de comportement. Les normes internationales de comportement, il y en a qui sont évidentes, hein, c'est le respect des lois, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont les conventions de l'OIT qui ont été ratifiées, etc. Donc on a des références qui sont internationales et validées internationalement. Donc comment je m'arrange, comment je fais en sorte de rester, responsable, tout en développant mon activité dans un environnement légal parfois un peu délicat.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller en Birmanie travailler, mais pas n'importe comment. De toute façon, je ne dis rien. Je veux dire, c'est à l'organisation de se décider. Ce n'est pas à moi de lui donner mon avis. Bon, elle peut me le demander. Et ensuite, et le dernier point est lui aussi très important dans la définition, ce comportement, il est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Et ça, c'est le volet que j'ai mis là aussi beaucoup de temps à intégrer dans ma conception de la responsabilité sociétale, c'est le volet sur la gouvernance. C'est-à-dire comment l'organisation se restructure pour intégrer toutes les composantes de sa responsabilité sociétale et tous les principes de mise en œuvre de la responsabilité sociétale dans son fonctionnement au quotidien, du plus haut de la hiérarchie jusqu'au plus bas. C'est-à-dire, on voit mal le patron autocrate de sa petite entreprise pouvoir rentrer dans ce schéma-là alors qu'il est censé prendre en compte les attentes des parties prenantes. Je veux dire, ça paraît difficile. Je veux dire, s'il n'a pas intégré un minimum d'évolution vers de la négociation et de la discussion avec ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants, etc., et ses salariés, on voit difficilement comment il pourra être se dire rentrer en responsabilité sociétale quelque part. Hein. Donc, je pense que c'est plus facile pour une entreprise moyenne d'ailleurs, où quelque part le patron est le patron et maîtrise à peu près l'environnement. Alors c'est plus facile à condition qu'il ait compris les enjeux de la responsabilité sociétale. Mais s'il l'a compris, il peut petit à petit avoir une entreprise qui se forme à son souhait. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour le patron d'une multinationale. Parce que entre ce que lui peut souhaiter, ce que ses actionnaires attendent de lui d'ailleurs, qui n'est peut-être pas ce qu'il lui peut souhaiter, et puis ce qu'il va réussir à faire percoler jusqu'en bas de sa pyramide hiérarchique, je veux dire, ça me paraît très 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 difficile. Donc il me semble que cette norme, quelque part, est beaucoup plus facile, alors facile c'est beaucoup dire, mais disons moins difficile à appréhender par une structure moyenne ou petite que par une grosse structure. Parce que là, c'est un projet sur des années. Mais bon, pour dire un certain nombre de choses qui ont été répétées assez souvent sur cette norme, je pense que tout d'abord, c'est une utopie, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est le point vernal vers lequel il faut s'orienter. Hein. Et puis ensuite, ce que je dis aussi souvent quand je commente la partie système de management et certification, c'est une norme pour adultes. C'est pas une norme pour ceux qui ont envie d'une sucette ou d'un petit badge à mettre sur l'entreprise pour dire vous avez vu, je suis beau, hein, j'ai eu mon petit certificat, etc. C'est pas l'objet. Hein. C'est un projet beaucoup plus ambitieux que de chercher à obtenir son ISO 9001 ou avec son certificat de renouvellement, etc. C'est l'engagement d'une organisation dans un projet sociétal qui est le sien. Et donc, il faut bien comprendre qu'on est sur une révolution de la gouvernance de l'organisation. Alors, il faut que je fasse très attention parce que je dérape volontiers. Donc, vous aurez dans la présentation un tas de choses très intéressantes que je vais sauter assez rapidement. Et je vais simplement... Je précise que le PowerPoint sera à votre disposition en ligne. Voilà. Je vais simplement vous indiquer les questions centrales de la norme et vous préciser ce qu'on entend par domaine d'action. Et ensuite, je vous renverrai au document qui est particulièrement intéressant et qui est vendu pas très très cher par la FNOR, parce qu'il faut que la normalisation vive. Alors, je ne vous parlerai même pas là sur l'influence, parce que c'est trop compliqué. Voilà, j'y étais. Donc,
Dans cette norme, il y a toute une série de définitions, dont celle de la responsabilité sociétale. Celle-là, elle est très importante. Il y en a d'autres sur la sphère d'influence, par exemple. Où est-ce que s'arrête la sphère d'influence de l'entreprise, de l'organisation? Ça se débat. On en débat avec ses partenaires externes. Hein. Est-ce que j'ai une influence importante sur telle commune, par exemple? Je pense que dans certaines communes, l'entreprise qui a 200 salariés dans une commune de 500 personnes, elle a une sphère d'influence sur la vie communale qui est relativement importante, par exemple. Bon. À l'inverse, le boulanger du coin de la rue à Bordeaux, peut-être qu'il n'a pas une grosse influence sur la mairie. Bon. Donc, c'est complètement relatif et ça se discute. Peut-être, ça dépend, hein, peut-être qu'il est au parti et qu'il est premier adjoint au maire, donc ça change des choses. Mais voilà. Donc la sphère d'influence, ça se discute. Les questions centrales. Les questions centrales, c'est à partir de ces questions-là qu'on va essayer de déterminer, de rechercher où est-ce que j'en suis de mes impacts par rapport à la société. Et donc, ces questions rassemblent l'ensemble des domaines d'action sur lesquels l'organisation va devoir se pencher si elle veut comprendre où elle en est. Il y a 7 domaines de questions centrales. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la gouvernance, parce qu'en fait, c'est le centre du centre, je dirais, quelque part. C'est-à-dire que si on ne traite pas, si on n'a pas compris que ça passait d'abord par une révolution de la gouvernance de l'organisation, je pense qu'on peut mettre des couches et des couches d'indicateurs, comme on sait en mettre et en inventer. On ne changera rien. Donc c'est d'abord ça. Où est-ce que je vais aller? Je pense à une grande organisation que je croise en ce moment grâce à l'ISO 26000 d'ailleurs, parce que ça m'a apporté énormément de choses en dehors de la connaître. Hein. Cette organisation n'est pas en train de dire je suis le champion du développement durable, la responsabilité sociale, je vous fais un rapport magnifique, etc. Cette organisation qui fait plusieurs dizaines de milliers de salariés se dit il faudrait qu'on aille vers la responsabilité sociétale en partant de l'ISO 26000. Actuellement, la réflexion, elle se passe entre le PDG et les 10 directeurs les plus importants. Et pour le moment, ça c'est pas aller plus loin. C'est-à-dire que pour le moment, au niveau de la gouvernance, on se dit quelles conséquences ça va avoir sur l'organisation et comment il faut que je le prenne pour que ensuite on parle de voilà. Et peut-être qu'ils ne parleront peut-être jamais de l'ISO 26000 au niveau de la communication générale du groupe, mais en revanche, ce que j'espère, on verra comment ça évolue, ils commenceront à prendre un certain nombre d'initiatives sur un certain nombre de domaines qu'ils auront repérés comme plus sensibles chez eux, sur l'environnement, sur la communication de l'organisation, sur les relations avec le personnel, etc., etc. Et au bout de quelques années, peut-être qu'ils pourront se dire bon, on peut commencer à faire notre coming out, je dirais, quelque part sur l'ISO 26000. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que je verrai l'approche que dans l'autre sens. Donc, je pense qu'on est... Le cœur du cœur, c'est la gouvernance. Ensuite, c'est sur quel sujet on va appliquer tout ça. Ce sont les 6 autres questions centrales. Les 6 autres questions centrales, ça commence par les droits de l'homme. En quoi l'organisation a, quelque part, un effet sur les droits humains. En quoi elle participe à l'amélioration des droits humains, en quoi elle participe à la dégradation. Je sais pas, voilà, il y a des exemples relativement simples sur quand on sait que tout ordinateur portable est fabriqué dans un rayon de 50 km sur la côte est de la Chine pour un montant variant entre 1 et 2 euros, en tant que fabricant de ce type d'outils, en quoi est-ce que je participe ou pas à l'amélioration, à la dégradation des droits humains? Et quel est mon pouvoir d'influence? Parce que, après, je veux dire, ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, on va pas se suicider en tant qu'entreprise, a priori, à cause de ça. Mais il faut se dire, est-ce que j'ai un pouvoir d'influence là-dessus?
Et mon pouvoir d'influence, il est peut-être dans le syndicat professionnel des producteurs d'ordinateurs, j'en sais rien. Enfin, je veux dire par là que au moins se poser la question. Hein, ou c'était la question que s'était posée Total sur la Birmanie, en quoi je participe ou pas aux droits humains ou à la dégradation des droits humains en Birmanie parce que je fais de l'exploitation pétrolière dans ce pays. Bon, c'est au moins se poser la question, c'est déjà une première étape. Donc, les droits humains, première question centrale. Deuxième question, on y reviendra, c'est les relations et conditions de travail. Ensuite, l'environnement. La loyauté dans les pratiques, c'est tout ce qui concerne les relations d'organisation à organisation, je dirais, globalement. Toutes les questions relatives aux consommateurs. Et enfin, toute la partie communauté développement durable, qu'on appelait aussi l'implication territoriale. Enfin, en quoi je participe au développement local ou plus large, ça dépend de la taille de mon organisation. Mais voilà. Hein. Donc, voilà les grandes questions centrales. Ces questions centrales se découpent en une quarantaine de domaines d'action. Et moi, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous présenter la description du domaine d'action santé et sécurité au travail, parce qu'il faut quand même y arriver. Donc, tout ça, vous l'aurez. Donc, si vous voulez, on voit là, par exemple, que sur le domaine... Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, si, ça va, à peu près. Donc, la question centrale, relations et conditions de travail, se découpe en 5 domaines d'action. Emploi et relations employeur-employé, conditions de travail et protection sociale, dialogue social, santé et sécurité au travail, développement du capital humain. Bon. Je vous détaille le domaine d'action santé et sécurité au travail et après je vous fais un petit commentaire. Donc, la description du domaine d'action, c'est vrai que j'ai écrit petit. Le domaine de la santé et de la sécurité au travail concerne la promotion et le maintien du degré le plus élevé de bien-être physique, mental et social des travailleurs, ainsi que la prévention d'effets négatifs sur la santé. Il porte également sur la protection des travailleurs contre les risques pour la santé et sur l'adaptation de l'environnement de travail aux besoins physiologiques et psychologiques des travailleurs. C'est plus ambitieux que le Code du travail français. Hein ? Donc, voilà. Description du domaine, on sait ce que ça veut dire. C'est le point vernal, hein, je vous parle de l'utopie. Mais voilà le projet tel qu'il est décrit dans l'ISO 26000. Et ensuite, on vous décrit dans un deuxième paragraphe pour chaque domaine d'action quelles sont les actions et attentes associées. Et donc, dans le domaine santé-sécurité au travail, on dit notamment « Il convient qu'une organisation élabore, mette en œuvre et conserve une politique de santé, sécurité et environnement. Comprenne et applique les principes de management de la santé et de la sécurité, y compris la hiérarchie des protections, à savoir l'élimination, la substitution, les solutions techniques, le contrôle administratif, l'organisation du travail, les équipements de protection individuelle. Analyse et maîtrise des risques engendrés par ces activités, s'efforce d'éliminer les risques psychosociaux, dont on parlait tout à l'heure, sur les lieux de travail, risques qui favorisent le stress et les maladies ou les provoquent. Donc vous voyez que, je veux dire, avec ça, vous avez un bon petit guide pour savoir ce qu'il y a à faire en santé et sécurité au travail. Sur les 40 domaines d'action, vous avez la même structure de la norme. Hein ? Alors, cette norme, elle s'appelle ligne directrice. Hein. Il faut bien avoir en tête, tout à l'heure, avant de passer là, on a dit « ne soyez pas trop normatif ». C'est pas une norme normalisante, c'est une norme de référence, en ce sens que, par exemple, les chapitres sur les relations conditions de travail ont été écrits avec des gens de l'OIT, des gens des entreprises, des représentants de syndicats de salariés, etc. C'est-à-dire que vous avez, et si vous prenez la fin du document, vous avez en bibliographie 175 textes qui vous renvoient aux références de normes internationales qui portent sur les différents sujets. Donc,
voilà ce que c'est que la norme ISO 26000. Je veux dire, je n'ai pas allé beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Après, on peut y passer 3 heures, 6 heures, 15 jours si on veut rentrer dans le détail. D'ailleurs, je serais bien incapable de rentrer dans chacun des sujets parce que c'est... Je veux dire, on a à chaque fois presque le meilleur de ce qui peut être dit sur chacun des sujets. Hein, parce que les spécialistes étaient dans la commission. Je connais des normes internationales qui ont été développées par deux personnes. Hein, mais celle-là, non. Celle-là, à la fin, on était 500 à débattre. Hein, et à débattre sur le fond. Pour donner un exemple du souhait de réussir. Hein, parmi les derniers pays à être entrés dans le développement de la norme, il y avait pas mal de pays du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres, Oman, etc. Et ils avaient voté contre le projet de norme avant la dernière réunion à Copenhague, parce que on était écrit à un endroit qu'on ne pouvait pas faire de discrimination en raison de ses orientations sexuelles. Or, la charia condamne toutes les relations homosexuelles. Et donc, il était impossible pour eux de signer un texte qui, de façon aussi évidente, les mette en porte-à-faux par rapport à la loi de leur pays. Et en même temps, ils voulaient signer. Et puis vous aviez en face les pays du nord de l'Europe qui étaient absolument intransigeants sur ce sujet. Eh bien, pendant une semaine, pendant 3 jours, 40 délégués se sont réunis et ont essayé de trouver toutes les formes de rédaction possibles qui permettraient à chacun de s'en sortir et de sortir la norme sans que les uns ou les autres perdent la face. Et ils ont fini par trouver un accord. C'est l'expression de mémoire. Hein, c'est on ne pourra pas discriminer les gens en fonction de ses relations personnelles. Voilà. C'est-à-dire, bon, ça veut tout dire et rien dire. Mais ça permet à ceux qui souhaitent aller au fond des choses sur ce sujet, d'aller jusqu'au bout de ce qui était signifié par le texte original, et aux autres de dire bon, voilà. Mais pour la peine, il y a eu 9 pays de plus qui ont adopté la norme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait céder, est-ce qu'il fallait pas céder, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est un document, c'est le résultat d'une négociation internationale, c'est un document de référence qui s'appuie pour tout ce qui est des références documentaires sur des textes validés internationalement. Et je dirais que sur chacun des domaines d'action, vous avez pas loin de ce qui peut s'écrire de plus actuel sur le sujet. Voilà. Avec toutes les références correspondantes, si vous voulez aller plus loin. Donc, voilà pour l'ISO 26000. Sur la partie parallèle entre cette norme et la prévention des risques professionnels, parce que quand même, c'est mon métier d'origine et ça reste mon métier. On a développé au sein de notre institution un petit groupe qui a essayé de réfléchir sur comment s'appuyer sur le développement durable pour accompagner le développement de la prévention des risques professionnels. Et on a réussi à mettre en évidence un certain nombre de parallèles. Je vais essayer de retrouver la bonne diapo. Vous vous rendez compte, si j'avais parlé autant sur chaque diapo, on n'en sortait pas. Alors. Ah. Vous êtes dur. Hein. Je commence avec la pression. Ah, oui. Mon stress est au niveau maximum. Où est-ce que c'est? Oh là là, je l'ai supprimé si ça se trouve pour pas vous... J'ai dû les mettre en partie cachée. Bon, vous les aurez quand même. Bon.
Alors, je vais vous le lire, parce que j'ai caché la diapo. Vous voyez, je voulais déjà gagner du temps, et j'en perds. Alors, il y a un parallèle entre le développement durable, responsabilité sociétale et la prévention des risques professionnels. C'est d'abord les valeurs de référence. Elles sont décrites dans un chapitre qui s'appelle « Les principes de l'ISO 26000 ». On a la redevabilité, c'est-à-dire encore un mot qu'on a dû inventer pour traduire accountability en anglais, qui est la capacité et la volonté de rendre compte de ces impacts, hein, et la capacité à le faire. Donc ça, c'est les principes de l'ISO 26000. Redevabilité, transparence, prise en compte des parties prenantes, principe de l'égalité et droits de l'homme. Et pour la prévention des risques professionnels, on avait défini comme principe, comme valeur, le respect de la personne, donc ça rejoint un peu les droits de l'homme, la transparence, là c'est directement le même mot, le dialogue, qui rejoint le travail avec les parties prenantes. Donc voilà, des parallèles sur les valeurs. Des parallèles sur la démarche. Une démarche de développement durable, responsabilité sociétale, ça doit s'appuyer sur le développement du dialogue avec les parties prenantes. Et pour la prévention des risques professionnels, c'est construire une politique de prévention dans le dialogue avec les salariés. Deuxième point, intégrer la démarche de responsabilité sociétale dans la gouvernance de l'organisation. Et on dit que la prévention, elle doit être intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Donc on est là encore dans un objectif d'intégration des principes dans la gouvernance de l'organisation. Et le dernier point, qu'on a réussi à mettre en parallèle, c'est l'évaluation des impacts. Et je pense que quand on a appris à évaluer les risques professionnels engendrés par l'activité, on a déjà développé une capacité d'évaluation des effets de l'organisation. Là, c'est sur la santé des salariés. Mais si on a la méthode, après, on peut l'élargir et l'utiliser pour d'autres domaines. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je dis, on a même intérêt, je pense, et je vais finir là-dessus pour rester dans les temps, je pense qu'on a même intérêt à d'abord travailler sur le dialogue avec la partie prenante la plus proche qu'on ait dans l'organisation, c'est-à-dire son personnel, ses salariés. Ça permet d'expérimenter ses capacités au dialogue et à la prise en compte de l'autre. Ça permet d'expérimenter des méthodes d'évaluation. Ça permet donc de commencer à donner à l'organisation une première évolution de son mode de gouvernance qu'on va peut-être, après, si on a réussi à le faire évoluer, pouvoir utiliser sur d'autres domaines avec d'autres acteurs qui sont externes. Parce que je pense qu'un des gros risques qui peut être encouru par une organisation qui affiche comme ça du développement durable, la responsabilité sociale, c'est de se trouver en total décalage avec ses relations internes. Hein, et à ce moment-là, de risquer à un moment donné, je veux dire, la rupture, c'est-à-dire un discours externe qui n'a rien à voir avec le fonctionnement interne. Je l'ai déjà vu bien longtemps avant ça, dans certaines entreprises où vous aviez la plaquette de présentation pour les clients qui était superbe et bien glacée, et puis le document d'information pour le personnel qui était en offset un peu baveux. Je veux dire, on voit tout de suite l'importance qu'on attache à telle ou telle partie prenante. Voilà. Merci. Merci à vous.